radio dont vous rêviez, elle existe. Vous l'écoutez. Bonjour et bienvenue chers auditeurs de la Centrale FM 107.1 pour votre émission C'est Politique qui a le plaisir de recevoir ce dimanche M. le maire Cheikh Lo, responsable politique de Rewmi, chef de cabinet de M. Yankhoba Diattara. Il est en même temps enseignant, professeur d'éducation physique. M. Lo, bonjour. L'histoire de géographie. Merci Aline. Donc je vous salue et vous remercie de votre invitation. Et naturellement, je souhaite une excellente écoute à tous les éditeurs de Centrale FM. Voilà, merci M. Cheikh Lo. Nous sommes actuellement dans une situation où le Sénégal est en train de rechercher sa démocratie majeure. Et ce qui fait la beauté et l'éloquence de démocratie, c'est toujours un pouvoir qui gouverne, une opposition qui s'oppose. Quelle est la position de Rewmi dans ce jeu politique? Merci Aline. Il faudrait rappeler que le Sénégal est un État de droit indépendant depuis 1960 et où on a eu à organiser des élections démocratiques presque 3 siècles. Alors, l'existence des partis politiques a commencé depuis le président Senghor. Naturellement, Rewmi est un parti démocratique, un parti républicain qui aspire à gouverner, mais sur des principes très clairs. La seule façon où on doit conquérir le pouvoir, c'est par la voie démocratique, à l'issue du vote. Et depuis 1960, le Sénégal a connu des alternances démocratiques en 2000 et en 2012. C'est après 2012 que nous avons assisté effectivement à une situation qui permet à certains étrangers de remettre même en cause la démocratie sénégalaise. Mais malgré donc tout cela, hier ou avant-hier, le président Macky Sall faisait partie du groupe de chefs d'État qui devrait aller rencontrer la Russie et l'Ukraine pour peut-être tenter de dialoguer. C'est une preuve, effectivement, que le Sénégal est un pays démocratique. Maintenant, ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est tout sauf de la politique. Ce sont des actes donc terroristes, des actes de vandalisme, initié par un parti d'opposition, le PASTEF, à la tête Ousmane Sonko. Au-delà de ces actes de vandalisme, ils ont érigé une règle de conduite qui consiste à insulter même les institutions et les chefs religieux, et c'est inacceptable dans un état de droit. Voilà, c'est sur ça que je voulais revenir pour dire que déjà quand on parle d'opposition et de pouvoir, le plus souvent l'opposition c'est en face de lui le pouvoir. Mais ici avec le parti Rewmi, on sent une opposition au sein de l'opposition. Comme si son combat c'est contre un opposant et non contre le pouvoir. Non, le Rewmi est une organisation privée. Nous avons des principes et une orientation politique. C'est ce que j'avais rappelé donc tout à l'heure. Notre but principal, c'est de conquérir le pouvoir par la voie démocratique. Mais quand on voit un parti politique, un leader politique, qui appelle publiquement à l'insurrection, qui appelle publiquement à marcher sur le palais présidentiel, qui est une institution, qui appelle à faire face aux chefs religieux. Si vous êtes un républicain, de quelque bord que vous soyez, vous devez vous opposer à ça. En 2011, on avait la même situation avec l'actuel président Macky Sall qui appelait même à l'insurrection. Il avait demandé à mobiliser 1000 jeunes pour marcher vers le palais, mais on n'avait pas la voix de Michel Idrissa Seck aussi, qui attaque aussi sévèrement qu'en 2011. Non, la position d'Idrissa depuis n'a pas varié. L'appel à l'insurrection
doit être condamnée d'où qu'elle vienne. Mais cette condamnation, on ne l'a pas sentie en 2011 alors que Idriss Seck était toujours dans l'opposition. Parce que les contextes ne sont pas les mêmes. En 2011, le principal combat du président Idriss Seck, c'était le combat contre la dévolution monarchique. Et à l'époque, lui-même était le seul opposant qui avait subi même plus que ce que Ousmane Sonko est en train de subir. Vous vous souvenez, on avait même accusé le président Idriss Seck d'atteinte à la sûreté de l'État. Pour un autre contexte. Mais d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais il n'avait pas appelé à l'insurrection, il n'avait pas appelé à la violence. Il avait dit à tous les militants et sympathisants du Parti Réuni de rester à la maison, de prier et de laisser la justice faire son travail. À l'issue de nos lieux, l'atteinte à la sûreté de l'État a été écartée par la justice. Le détournement de deniers publics, effectivement, a été écarté par la justice. C'est une preuve évidente que c'est un homme politique, non seulement qui aspire à diriger le pays, mais qui sait que la violence ne peut pas, effectivement, permettre non seulement de conquérir le pouvoir, mais également que la violence ne fait pas partie de notre culture. Nous sommes un pays de dialogue, nous sommes un pays d'échange et nous avons des piliers fondamentaux, les tariqas à la tête, les khalifs, qui à chaque fois qu'il y avait des violences se sont donc élevés pour pouvoir effectivement permettre aux acteurs politiques de retrouver la sérénité et la stabilité. Oui, donc j'ai senti un acharnement sur Ousmane Sonko sans être invité, parce qu'on ne l'a pas encore cité, mais vous avez jeté un peu votre dévolu sur Ousmane Sonko comme s'il était le gardien extérieurement du pouvoir. Alors qu'il est dans l'opposition et M. Idriss Seck, il ne cherche pas à être le chef de l'opposition puisqu'il se programme chef de l'opposition, mais sa conquête c'est le pouvoir. Mais donc normalement, celui qui est en face de lui, c'est M. Macky Sall et non M. Ousmane Sonko. Non, le centre d'intérêt de notre débat, c'est le Sénégal qui est un état de droit. Effectivement. Donc vous êtes un citoyen, donc moi aussi je suis un citoyen. Donc notre rôle, c'est de condamner tout acte ou toute parole qui peut effectivement déstabiliser notre pays et conduire à la violence. C'est ça notre principe. Mais le deuxième volet du discours du président Idriss Seck, vous l'avez entendu la fois passée dire que le président Macky Sall, pour apaiser la tension, doit dire après publiquement qu'il ne va pas se présenter à effectivement, c'est ce que j'attendais que vous me disiez, parce que déjà, le seul détenteur de cette garantie de la paix, c'est M. Macky Sall. Mais on voit rarement Idriss Seck tirer sur Macky Sall comme il tire sur Ousmane Sonko. Tirer sur Macky Sall ne permettra pas au président Macky Sall de quitter avant la fin de son mandat. Idriss Seck l'avait fait de la façon la plus virulente avant d'intégrer l'appareil étatique. Mais Idriss, vous vous souvenez qu'Idriss a fait 16 ans d'opposition radicale. Il ne faut pas que les gens oublient que de 2004 à 2019, presque, Idriss a fait 16 ans d'opposition radicale. Aucun leader politique au Sénégal n'a fait ce parcours-là, c'est-à-dire rester 16 ans dans l'opposition. Abdoulaye n'a-t-il pas fait 26 ans? Mais Wade, souvent, il entrait dans un gouvernement, il sortait. Mais Idriss a fait 16 ans sans rentrer dans un gouvernement. Et c'est pendant le Covid que le président a lancé un appel au dialogue, au rassemblement, pour une question d'intérêt général. À l'issue de cet appel-là, le président Idriss Seck s'est oublié lui-même, mettant en avant l'intérêt général au détriment de l'intérêt du parti Rewmi ou bien de son propre intérêt. À l'époque, parce qu'il sait que ce qui nous intéresse, qui nous unit tous, donc c'est le Sénégal. Si le Sénégal est en feu, personne n'y échappera. Voilà, c'est cette même image qu'il avait utilisée. Quand le pays est en feu, on n'a pas besoin de filtrer l'eau pour éteindre. Voilà, mais ce discours a été comme un rapprochement entre M. Idriss Seck et le pouvoir. Parce qu'avant, on entendait M. Idriss Seck, quand il parlait de Macky Sall, c'était sans merci. Et il avait même limité sa vision à Diamniadio. Effectivement, c'est qu'à un moment donné, le pays était dans une crise profonde sur tous les plans.
politique, économique, soit même scolaire. Mais on n'avait pas senti la voix de M. Idrissa Seck comme le représentant ou bien le héros même du peuple. Donc, vous savez que depuis 2000 même, je dis que Idrissa a joué un rôle important sur l'échiquier politique ici au Sénégal. Lorsqu'il était avec Abdoulaye Wade, il lui disait la vérité. Lorsqu'il était avec Macky Sall, il lui disait la vérité. Et vous vous souvenez des paroles d'un ministre de Macky Sall à l'époque qui disait « Moutma morte ». À l'époque, on avait préféré sortir du gouvernement pour défendre effectivement la ligne éditoriale de notre parti politique qui est effectivement de servir les Sénégalais. Et naturellement, quand le pays est en danger et que le président lance un appel à tous les Sénégalais pour l'unité afin de relever les défis, le président Idrissa doit répondre effectivement à cet appel-là. Mais cela n'empêche, même étant avec le président Macky Sall, s'il est consulté sur des questions d'intérêt général, il lui dit la vérité et ce qu'il pense. Maintenant, c'est le président Macky Sall qui est élu, c'est à lui effectivement de mettre en œuvre effectivement peut-être les recommandations du président Idrissa. Mais que répondez-vous à ces gens-là qui, à chaque fois qu'on prononce le nom de Seck, ils parlent d'un deal? Déjà, après les élections de 2019, à la sortie, ils étaient 3 à se retrouver autour d'une table, mais la voix de M. Idrissa Seck semblait être beaucoup plus apaisante au moment où les autres pensaient avec vraiment ce qu'ils avaient gagné les élections. Mais M. Idrissa Seck il prétend, selon M. Cheikh Yérim Seck, pendant 15 mois, il était en négociation avec le président au pouvoir. Que répondez-vous à cette question? Non. Tout Sénégalais doit... En fait, si vous êtes un citoyen donc sénégalais, doit répondre à l'appel du président de la République quand il veut discuter avec vous, peut-être sur des questions d'intérêt général. Et c'est ce qui s'est passé. À l'issue de la proclamation des résultats des élections présidentielles de 2019, certains candidats à l'époque avaient peut-être comme option de sortir dans la rue, affronter le pouvoir en place pour peut-être rejeter effectivement la victoire du président Macky Sall. Cela allait nous conduire aux événements que nous avons vécus du 1er au 2 juin. C'est-à-dire sortir dans la rue, attaquer les magasins d'autrui, attaquer les maisons d'autrui, faire des casses, des actes de vandalisme. Et c'est ça, quand vous êtes un leader, vous devez être un homme prévoyant et essayer tout simplement de ne pas, si vous voulez, s'engager dans une voie qui mène le Sénégal vers la violence. C'est ce qu'il a dit. Mais à la fin de sa conclusion à l'époque, il avait dit, mais nous rejetons effectivement les résultats proclamés par la Commission. Mais si la justice de notre pays proclame le président Macky Sall vainqueur des élections présidentielles de 2019, si vous êtes un républicain, vous devez vous soumettre à une décision de justice. Ne pensez-vous pas que cette réaction est trop facile, M. Hilo? Non, c'est pas... Mais en fait, c'est que... Parce que Idrissa Seck, en 2019, il avait une coalition extraordinaire derrière lui. Et tout le monde pensait qu'au minimum, on allait partir au second tour avec M. Macky Sall. Mais blessé comme ça, du laisse aussi facilement qu'on n'attendait pas de M. Idrissa Seck en ce moment-là. Oui, dans ce cas, il faut faire un choix. Soit vous acceptez, vous êtes un citoyen, vous acceptez une décision de justice, ou bien vous allez sortir dans la rue, conséquences, saccage, des pertes de vie humaines. Est-ce que cela vaut le coup d'être président de la République? Ça ne vaut pas le coup. Le Sénégal est un pays, de toute façon, aujourd'hui, les Sénégalais sont unanimes que, quel que soit le résultat du président Macky Sall, il ne peut pas faire un troisième mandat. Maintenant, la véritable arme, l'arme fatale que chaque citoyen a, c'est sa carte d'électeur. Un jour arrivera, le 25 février 2024, les Sénégalais vont voter librement et choisir le président de la République en toute quiétude. Et si Macky Sall aujourd'hui décide de se présenter à ces élections-là, quelle serait la posture de Réumi? Non. D'abord, la posture de Réumi, nous sommes contre une troisième candidature du président Macky Sall. Nous sommes pour le respect de la Constitution. Et le président Idrissa, à l'époque, avait dit que le président Macky Sall
a presque 3 obstacles. Le premier, c'est qu'il faudrait que la coalition Benno Bokk Yakaar accepte d'abord sa candidature. Et à ce que je sache, il y a des leaders dans la coalition Benno Bokk Yakaar, dont Rewmi, qui ne sont pas d'accord pour la 3e candidature. Et même il y a d'autres qui sont aujourd'hui dans la coalition, mais qui ne sont pas d'accord, mais qui attendent la position du président de la République. Premier obstacle. Deuxième obstacle, c'est que il faudrait que le Conseil constitutionnel valide la candidature du président Macky Sall. Ça, c'est une question de justice. Le Conseil ne se prononcera que quand il recevra la demande de candidature du président Macky Sall. Si par extraordinaire cette candidature est acceptée, et nous ne le souhaitons pas, il reste un autre obstacle, c'est-à-dire le peuple sénégalais. Et je suis totalement convaincu que même si par extraordinaire, Macky Sall était candidat aux élections présidentielles prochaines, il ne sortirait même pas au second tour. Il ne sortirait même pas au second tour. Mais dans un calendrier républicain normal, aujourd'hui, on est à quelques mois des élections. Et jusqu'à présent, on ne sait pas qui est candidat et qui n'est pas candidat. Est-ce que M. Idriss Seck est candidat? Non. Pour la question des candidatures, il faut admettre qu'il y a une procédure. J'ai entendu plus de 27 candidatures déclarées. Aujourd'hui, il est facile, comme moi, devant une radio, ou bien quelque part, de dire publiquement que je serai candidat aux élections présidentielles. Mais il va falloir déposer un dossier. Dans le dossier, il y a des pièces. Il faut avoir un certificat, un casier judiciaire vierge. Il faut avoir au minimum donc 35 ans. Il faut avoir le parrainage requis. Il faut avoir un quitus fiscal et peut-être une demande et un certificat médical que vous allez déposer au niveau du Conseil constitutionnel. Seul le Conseil constitutionnel a la responsabilité de donner la liste des candidatures retenues. Vous vous souvenez, en 2019, on avait presque une liste de 30 candidatures. À l'issue, il y a 5 qui ont été retenues. Alors, maintenant, vous me permettrez d'avancer un peu sur cette question par rapport au parrainage. J'ai souvent entendu des leaders politiques dire « oui, il faudrait alléger le parrainage, etc. » Mais pour être président au Sénégal, il faut au moins avoir plus d'1 million d'électeurs. Au moins. Mais si quelqu'un peut ne pas avoir 20 000 électeurs, comment peut-il prétendre être président de la République? Parce que pour le parrainage, on te demande peut-être d'avoir au moins dans cette région différente au minimum 2000. Je ne sais pas si cela va être confirmé ou changé. Et en tout, tu dois avoir au moins entre 18 et 20 000 électeurs. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir 18 et 20 000 électeurs, comment vous pouvez aspirer diriger un pays de 20 millions d'habitants? Et la liberté dans tout cela, parce que nous sommes dans un pays démocratique. Votre leader, je pense, en 2019, a failli manquer à ces élections pour des questions de parrainage. Le parrainage, c'est quelque chose de nouveau. C'est pourquoi les gens ils chantent toujours la dimension démocratique du président Abdoulaye Wade, contrairement à M. Macky Sall qui tente souvent d'éliminer certains candidats. 5 prétendants au pouvoir en 2019, c'était comme taillé sur mesure parce que le premier ministre d'alors était sorti pour dire qu'il y aura 5 candidats pour ces élections-là. Donc est-ce que ce n'est pas un calcul qui est déjà mûri? Non, en tout cas, nous, en tant que parti politique, on ne se focalise pas sur la déclaration des uns et des autres. Nous, ce qui nous incombe, c'est d'écouter effectivement les institutions de justice, ceux qui ont la charge d'organiser les élections, dont le Conseil constitutionnel. À l'issue du dialogue, ce qui sera retenu, effectivement, notre parti politique se penchera sur cette question et prendra une position très claire. Alors, ce qui est déjà retenu, c'est que nous, Rewmi, on n'acceptera pas une 3e candidature du président Macky Sall. Ceux qui ont détourné de l'argent public
condamnés par la justice ne doivent pas être des candidats. On ne peut pas blanchir quelqu'un qui a détourné ou bien administré de l'argent public pour ensuite lui demander de revenir effectivement pour qu'on puisse lui confier les deniers publics. Vous reconfortez ma position sur une opposition qui s'oppose au sein de l'opposition. Parce que moi, j'aurais préféré que vous me dites tout simplement que le président doit se plier à sa volonté et ce qui nous avait fait voter en 2016, dire qu'il ne sera pas candidat, quoi que cela puisse vous coûter. Mais à vous entendre parler, j'entends en filigrane M. Khalifa Sall. Est-il normal à l'une vous confiez quelqu'un dans votre maison 500 000 francs pour la dépense mensuelle. Vous revenez de voyage, 20 jours après, vous constatez que l'argent que vous lui avez confié n'a pas été dépensé dans la maison. Le mois suivant, vous devez partir en voyage, il vous demande de lui confier 3 millions. Est-ce que vous allez lui remettre? Mais cela n'est-il pas un prétexte purement pour éliminer? Parce que M. Idriss Seck a été victime de cela en 2004, vous vous rappelez? Il a été blanchi par la justice. Il a été blanchi par la justice. Oui, par la justice. Cette même justice du moins est considérée comme un instrument aujourd'hui, soit pour laver l'honneur d'un parti ou bien pour salir, ternir l'image de quelqu'un. Une décision de justice n'a jamais fait l'unanimité. Quand on va devant la justice, il y a souvent deux parties. Les deux ne peuvent pas tous avoir raison. Celui qui n'a pas raison devant la justice, naturellement, peut contester cette décision de justice. Mais la loi nous permet de faire un appel. Vous vous souvenez, pendant les élections législatives, la liste départementale de Dakar a été annulée par la Cour d'appel de Dakar. Ils ont fait appel. L'instance supérieure a confirmé la liste de Dakar. Et pourtant, c'est la même justice. Oui, c'est la même justice. Maintenant, aujourd'hui, pour aller un peu vite là, je voudrais savoir le poids de M. Idriss Seck sur la balance électorale aujourd'hui au Sénégal. Qu'est-ce qu'il pèse? Alors, le poids politique du président Idriss Seck, nous avons plus de 900 000 voix. Parce qu'il n'y a qu'un seul baromètre pour mesurer le poids politique d'un homme, ce sont les élections. Et une base aussi. Et une base. Quelle est la base de M. Idriss Seck actuellement? Naturellement, à Thiès. Mais nous avons vu lors des dernières élections, il n'a pas su relever le niveau à Thiès. Non, il y a trois raisons qui ont fait que nous avions perdu les élections locales à Thiès. La première raison, pendant la campagne, les Thiessois nous ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord que le président Idriss Seck rejoigne le président Macky Sall dans le cadre de la mouvance présidentielle. Pourquoi il n'a pas obéi à cette voix thiessoise? Première cause. C'est après que nous le savons. Nous sommes un parti politique, en fait, qui a des instances régulières qui discutent et qui prennent des décisions. Ça, c'est la première raison. Et d'ailleurs, c'est la raison fondamentale. La deuxième raison, il y a des leaders de Benno Bokk Yakaar, de APR, qui auraient souhaité être des têtes de liste dans certaines communes et qui ne l'étaient pas et qui ont presque donc saboté, qui n'ont pas battu campagne pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Deuxième raison. Troisième cause aussi, chez nous, dans le cadre de notre parti politique, vous êtes au courant qu'il y avait des responsables politiques qui n'étaient pas d'accord et qui sont allés accompagner une autre candidature. Voilà un peu les trois raisons qui ont fait que, et que d'ailleurs, Idriss n'était pas candidat pour les élections locales. Idriss n'a jamais perdu une élection locale à Thiès. Quand il est candidat, il gagne. Je vais vous donner un exemple. Les élections législatives de 2017, Idriss n'était pas candidat. Nous avons perdu le département de Thiès qui a été raflé par la coalition Benno Bokk Yakaar avec une différence de 30 000 voix. 2 ans après, en 2019, Idriss est candidat. 50 000 Thiessois qui n'avaient pas voté pour lui en 2017 ont voté pour lui. Non seulement nous avons absorbé le gap de 30 000 voix, s'y ajoute 20 000 voix de plus. Nous avons obtenu 120 000 voix
là où le Benno Bokk Yakaar a obtenu donc 100 000 voix. C'est une preuve évidente que quand Idrissa est candidat, les Thiessois vont voter pour lui. Et d'ailleurs, nous sommes des hommes politiques, nous souvent sur le terrain, nous sommes en contact permanent avec des associations de jeunes, avec des groupements de femmes. Les gens nous disent, on n'avait pas voté pour la coalition à l'époque pour vos candidats parce que vous étiez avec le président Macky Sall. Aujourd'hui que Idrissa est candidat aux élections donc présidentielles, il est évident que nous allons voter. Michel Idrissa lui-même disait qu'il y a une façon d'être là qui, au plus vif de l'absence, révèle toujours de l'éclat. Donc l'image d'Idrissa seulement pouvait suffire pour appeler les Thiessois à voter pour la coalition. Mais il me semble qu'il y a un certain rejet de la population thiessoise envers son ex-leader. Non, ça c'est une conception qui est fausse. À mon avis, c'est une conception qui est fausse. Je vous ai dit, quand Idrissa est candidat, il gagne. Quand il n'est pas candidat, les Thiessois ont le droit de choisir. Avez-vous assisté ici à une élection locale ou nationale où Idrissa est candidat et qu'il n'a pas gagné? Mais l'image suffit pour gagner une élection. Vous vous rappelez une élection où Michel Idrissa avait fait brandir l'ombre du président Abdoulaye Wade derrière lui. C'était, je pense, lors de législative. Et cela a causé beaucoup de bruit parce que tout simplement, l'image pouvait influencer. Mais dire que Idrissa est porte-étendard, par exemple, de la coalition Benno Bokk Yakaar à Thiès, et il se fait lamentablement fait battre ici à Thiès, donc ça aussi c'est un signe. Mais je vous ai donné les causes pendant la campagne électorale. Les Thiessois nous ont dit que on ne votera pas pour la coalition Benno Bokk Yakaar parce que nous ne sommes pas avec le président Macky Sall. Et c'est ça. Deuxième cause, il y a des leaders. Je vais vous donner un exemple. Dans certains bureaux de vote, sur les 4 candidatures, les 5, les 3 communes, la ville et le département, il n'y a qu'un responsable de l'APR qui était candidat, en l'occurrence, M. Siredia, au niveau du conseil départemental. Mais quand vous avez les résultats, dans un centre de vote, le candidat de la commune, par exemple, a 50 voix, le candidat de la ville a 51 voix, le candidat du département a 101 voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 50 militants ou responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar qui ont voté pour donc Siredien et qui n'ont pas voté pour le candidat Diatara et qui n'ont pas voté pour le candidat de la ville. Le candidat. C'est une évidence, ce sont des actes de sabotage. Ajouté, Réumi a été fractionné. Il y a une partie de nos responsables et de nos militants qui sont allés accompagner le candidat Abdoulaye Dièye à l'époque. Mais le véritable test, c'est peut-être au niveau des élections présidentielles. Et j'en suis sûr et certain que l'écrasante majorité des Thiessois voteront pour le candidat. Est-ce qu'à l'issue de ces élections, le parti s'est réuni pour faire une étude approfondie de cet échec-là? Ah oui, absolument. Parce que, est-ce que vous avez lu le livre de Mor Talla Gaye, Idrissa Seck, l'ombre du passé? Je n'ai pas lu. Parce que je pense que lui, il a fait une analyse portant sur les échecs du président Idrissa Seck, qui perd souvent des plumes. Et quand Idrissa Seck commence à perdre sa base à Thiès, c'est comme si ce qu'il avait prédit un jour, à tel âge, en 2022, je ne serai plus candidat à une élection. Donc c'est comme si ce qui semble se faire voir actuellement avec le président Idrissa Seck. Est-ce que vous pensez réellement, et je ne veux pas utiliser le mot sérieux, pour dire que Idrissa Seck est un candidat sérieux pour les élections et qu'il compte gagner? Non, je vous ai demandé tout à l'heure que cet argumentaire-là peut ne pas être valable. Parce qu'en 2017, Idrissa n'était pas candidat. On a perdu le département. En 2019, il est candidat. On gagne le département avec plus de 20 000 voix. C'est un exemple, c'est une preuve évidente. Je vous ai dit, est-ce que vous avez assisté à Thiès depuis 2000, une élection où Idrissa est candidat et où il a perdu? Ça n'existe pas. Attendez 2024. Maintenant, si en 2024, par extraordinaire, Idrissa est candidat et que les Thiessois n'ont pas voté pour lui, naturellement, à ce stade-là, j'aurais compris effectivement que Idrissa a définitivement perdu sa base politique. Mais avant d'arriver à cela, vous pouvez avoir au moins la sagesse de faire un tour pour voir vos bases. Est-ce que réellement, ce que vous aviez installé comme base, il y a des membres ajoutés à ces formations que vous avez, ou bien est-ce qu'il n'y a pas une régression sur le plan du chiffre? Non, et naturellement, là, c'est ça que j'ai dit. Beaucoup de gens ont été frustrés à l'époque où nous avions
quand le Rewmi avait rejoint la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais quand Idrissa est sorti pour déclarer sa candidature, beaucoup de gens vous ont approchés, sont venus dire effectivement que nous avions pensé que le président Idrissa avait cessé, n'est-ce pas, d'avoir des ambitions donc présidentielles et qu'il va terminer sa carrière politique accompagné du président Macky Sall. Et c'était faux. Voilà. Mais maintenant, puisque en politique, malheureusement, ce qui ne se passe plus aujourd'hui, c'est un programme qui fonde la démarche d'un parti. Mais depuis quelque temps, on n'a pas entendu un leader politique se prononcer sur un programme. Peut-être Ousmane Sonko est un peu en avant avec son livre La Solution, et parfois même de temps en temps, c'est sorti, c'est avec des programmations, quand je serai président, voici ce que je ferai, ce que je ferai. Mais les sorties d'Idrissa Seck, le plus souvent, c'est des sorties en guise de sentinelle. Récemment, 3 intellectuels, M. Bougar Sarr, Felwine Sarr et Boubacar Boris Diop sont sortis, mais M. Idrissa Seck ne les a pas ratés. Oui, je vous rappelle un peu une pensée ou bien une parole de Keynes, un économiste américain à l'époque, qui disait que un économiste libéral ne défendrait jamais une position contraire à la théorie libérale. Vous savez, ce que les gens définissent un intellectuel souvent comme quelqu'un qui a des diplômes universitaires. Si cette pensée est retenue, où allez-vous classer nos érudits comme El Hadji Malick Sy, Serigne Touba, qui ont écrit presque beaucoup de choses sur l'humanité, sur la vie du prophète? Pour nous, un intellectuel, c'est quelqu'un qui dit toujours la vérité à son peuple. C'est pourquoi tous ces érudits sont des intellectuels presque hors normes. J'ajoute, je vous rappelle, lors de ces manifestations-là, vous n'avez vu aucun leader politique avec son fils ou bien sa famille dans les rues pour manifester. Et pourtant, pendant la Première Guerre mondiale, lorsque les gens faisaient le tour des foyers religieux pour demander la participation des jeunes pendant la Première Guerre mondiale, ce que El Hadji Malick Sy a fait, il est sorti pour demander à son fils aîné de rejoindre les rangs. Voilà un leader politique. Maintenant, pour revenir au sujet, je ne sais pas, est-ce que je n'ai pas perdu un peu la question? Ouais, là où je voulais rebondir encore, pour dire que les gens qui sont sortis, ils sont sortis de façon spontanée. Ils n'ont pas attendu que les leaders les appellent à rejoindre la rue. Parce que tout simplement, ils disent qu'ils sont les combattants de la liberté. Ils veulent juste établir une justice. Donc ce n'est pas une commande des leaders politiques, etc. Mais c'est des jeunes qui sont sortis de la façon la plus spontanée possible pour réclamer cette justice. Vous êtes un combattant pour la justice, vous sortez et vous attaquez le magasin d'autrui. Vous êtes un combattant pour la justice, vous sortez, vous allez brûler des stations d'essence. Vous êtes un combattant de la justice, vous allez sortir, vous allez peut-être brûler le véhicule d'un citoyen honnête qui n'a rien à voir avec ces manifestations. Ce sont des actes de rébellion, des actes de terrorisme. Mais s'il n'y avait pas une force oppressante devant eux, peut-être ils n'allaient pas faire cela, ils pouvaient faire une marche pacifique comme ils l'ont plusieurs fois fait. Parce que nous avons vu les marches de Ziguinchor qui au début étaient pacifiques, quelque part en vérité, mais dès lors que les FDS sont sortis, c'est en ce moment-là que les casses ont commencé. Les manifestations, là c'est pendant la journée, non? Mais vous attendez à 2h du matin pour attaquer la maison de quelqu'un. Parce que les FDS ne sont plus sur la... Vous trouvez ça normal? À 2h du matin, vous attaquez le magasin de quelqu'un. Il y a des Sénégalais qui étaient partis faire des prêts bancaires pour remplir leur magasin à hauteur de 50 à 100 millions. On attend à 2h du matin, on attaque le magasin, on prend tous ses biens. Vous trouvez ça normal? C'est irresponsable. Et je pense que l'État doit prendre ses responsabilités parce que nous tous, nous avons intérêt à ce que le Sénégal soit stable. Que les forces de sécurité ne se démoralisent pas. Parce qu'il y va de notre intérêt. L'État doit prendre ses responsabilités. Et derrière ces forces de sécurité, défense et de sécurité, nous voyons des nervis.
Et nous les avons vus de la façon la plus concrète possible, avec des armes qui tiraient sur des populations sans défense. Mais là, est-ce que l'État aussi doit prendre ses responsabilités pour cela? Non, moi, je ne fais pas de conclusion sur des vidéos au niveau des réseaux sociaux montées par des gens. Est-ce que c'est monté? Franchement, je suis un citoyen. Est-ce que c'est monté? Parce que des fois, c'est des citoyens qui... Mais ça peut se faire. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, Keynes disait que un économiste libéral ne défendrait jamais une position contraire à la théorie libérale. Aujourd'hui, dans la presse, dans la société civile même, il y a des gens pro-pouvoir et pro-opposition. Les gens pro-opposition défendent ces théories pour décrédibiliser le pouvoir et vice-versa. Mais moi, j'attends souvent la conclusion des enquêtes qui seront peut-être bientôt publiées par la police ou bien donc par la gendarmerie. Mais le fameux numéro 9 là, on n'a pas besoin d'avoir une enquête approfondie pour le localiser le sieur parce qu'il est monté dans des véhicules des forces de défense et de sécurité. Il a tiré sur des populations, il est remonté encore sur la même voiture. Et ça, c'est des vidéos filmées par un appareil amateur. Je vous ai envoyé hier, par rapport à donc, l'émission, j'ai envoyé une photo où il y avait quelques images autour de ma personne. Mais lorsque l'image a été traitée, je n'ai pas vu toutes ces images-là. Je vous le conseille. C'est ça. Donc, si nous sommes dans un état de droit, il faut laisser à la justice de faire son travail. Franchement. Voilà. Maintenant, si on n'est pas d'accord par rapport à une décision de justice, on peut faire appel. J'ai même entendu que Walfadjri a saisi la Cour suprême par rapport à la suspension, effectivement, de son signal. Voilà. Voilà. Je voulais te dire aussi que pour une justice équitable, pour une démocratie forte aussi, il faut que ce quatrième pouvoir-là soit aussi assuré et protégé par les institutions. Mais on sent aujourd'hui que le journalisme au Sénégal est très menacé, jusqu'à ce que l'extérieur traite nos informations et voilà, vilipende le Sénégal sur le plan international d'une façon très gauche. Est-ce que vous trouvez normal, pendant les manifestations, le premier ou bien le 2, des journalistes en Casamance disent au niveau d'une chaîne, Walfadjri, que l'armée est dans les rues pour tirer sur les populations? Est-ce que vous trouvez ça normal? N'était-il pas un constat? Hein? N'était-il pas un constat? N'est-il pas un constat? Jamais. Parce qu'ils ont vu des enfants... Comment l'armée peut tirer sur des populations à Ziguinchor? Mais on a vu des enfants tomber sous les balles. Vous savez, j'ai vu des images, il y a peut-être, je vais prendre l'exemple des États-Unis. Il y a une semaine, dans une cérémonie aux États-Unis, le président a eu, peut-être a commis l'erreur, n'est-ce pas, de tomber par terre. Ces images ont été montrées partout. Mais il n'y a aucune chaîne américaine qui a montré ces images-là par respect à l'institution. C'est qu'il y a la politique, il y a la justice, mais il y a aussi ce qui nous unit, c'est la nation. Nous ne devons pas poser le moindre acte qui pousse un soulèvement donc populaire. Donc si on tire sur la population, il faut occulter ces images-là? Non, l'armée n'a pas tiré sur les populations. Là, c'est une impossibilité. Voilà, mais ce qui inquiète même tous les Sénégalais, on dit que souvent qu'il y a des forces extérieures qui sont venues s'ajouter aux manifestants. Mais bizarrement, on n'a pas vu un policier ou bien un FDS crouler sous le poids, sur le tir d'une arme. Sinon, ça devait se produire normalement. Parce que si ces forces étrangères étaient venues, ils n'allaient pas tirer sur la population qu'il a recrutée. Maintenant, on dit souvent que les victimes sont du côté des manifestants et non du côté des FDS. Donc, qu'est-ce qui justifie cette venue des forces occultes? Ça, c'est une déclaration des gens peut-être qui sont contre le régime, etc., etc. Il y a certains faits dont moi, en tant que citoyen ou bien responsable politique, que je ne cautionne pas. Mais quand il s'agit de prendre une décision, j'attends toujours effectivement la décision effectivement d'une institution de justice. Le ministre de l'Intérieur, le ministre des Forces armées ont dit qu'une enquête est en cours pour déterminer les causes. Attendons. Mais quand il s'agit d'arrêter un opposant, la chose se fait ipso facto. Ça n'attend pas demain. Quel opposant a été bon, parlant d'opposants, je parle des partisans de certaines formations politiques.
Par exemple, tous ceux qui sont en prison, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient simples citoyens sénégalais, pour les arrêter, parfois, on voit que jusque dans leur demeure. Ceux qui ont supposé incendier l'université de Dakar, on les a mis en prison très rapidement. Mais quand il s'agit des choses que les Sénégalais attendent de vol, on traîne le pas pour des enquêtes. Je dis souvent que pour l'État, s'il veut par exemple emprisonner quelqu'un qui n'est pas de sa mouvance, ça ne dure pas. Mais pour régler une commande nationale, ça peut poser problème, ça traîne le pas. Qu'est-ce qui fait ces 2 poids 2 mesures? Si cela existe, ça c'est pas normal. Un État doit être là pour tout le monde. Nous ne sommes pas d'accord, 2 poids, 2 mesures. Tels responsables sont du côté de la mouvance, on doit les protéger. D'autres sont de l'opposition, on doit les attaquer. Ça, ce n'est pas normal. Naturellement, on peut assister à des abus de pouvoir. Mais ça, ce n'est pas normal, ça doit être condamné. C'est la raison pour laquelle nous, à Rewmi, on propose une autre alternative. D'ailleurs, vous avez vu en 2019, nous avions presque une coalition double XL. Pourquoi? Parce que dans notre programme, il y avait des actes, effectivement, qui permettraient au Sénégal d'être un pays stable, d'être effectivement un pays où l'exécutif ne va pas donc s'immiscer dans les affaires courantes de la Avant de revenir sur ce programme très séduisant qui avait même attiré beaucoup de Sénégalais, comment appréciez-vous la sortie de ces 7 ministres du gouvernement pour expliquer l'action gouvernementale la semaine passée? La semaine passée, le point de presse. Voilà, le point de presse de ces 7 peut-être ça fait partie de l'agenda de communication du gouvernement. Nous sommes sortis du gouvernement. Est-ce qu'il n'y avait pas plus urgent que la situation de crise qui avait plombé le Sénégal? La situation de crise? La sortie des jeunes qui avaient saccagé, les jeunes sur qui on a tiré, des emprisonnés, alors qu'il y a la Tabaski qui profite à l'horizon. L'école où vous êtes acteur est menacée. Et tout le pays est presque aux arrêts. Maintenant, est-ce qu'il n'y avait pas plus urgent de s'attarder sur ces questions-là que de parler encore d'un événement qui s'est déroulé? Oui, peut-être c'était pour faire la situation, mais j'ai la même position que vous. Il faudrait qu'on essaie de trouver des solutions par rapport à l'éducation, par rapport au système de santé, par rapport à la Tabaski qui s'approche. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je fustige effectivement la manifestation programmée par peut-être le F24 pour le 25 à la veille des élections. Il faudrait penser aux Sénégalais. La Tabaski, c'est le 29. Si on vous menez des activités publiques, parce que quand vous menez ces activités publiques à la veille de la Tabaski, vous allez impacter l'économie d'un Sénégalais lambda qui n'a rien à voir avec ces activités politiques. Par exemple, un marchand ambulant qui doit vendre effectivement ses produits, après acheter un mouton pour sa famille, quand il y a des manifestations, naturellement, il serait en danger. Et tout à l'heure, vous avez évoqué même, il y a certains vendeurs de moutons qui n'osent pas entrer à Dakar, de peur effectivement que leur marchandise soit peut-être volée ou bien donc saccagée. Donc je pense qu'il est important que nous soyons effectivement des responsables, que nous prenions des positions responsables en attendant effectivement la Tabaski. Voilà, les mêmes causes produisent les mêmes effets. M23, c'était pour contrer la 3e candidature de Macky Sall. M24 contre la 3e candidature de M. Macky Sall. Mais Idrissa, est-ce qu'il est membre de M24? Est-ce qu'il est membre de F24? Non, nous n'avons pas le F24. Pour nous, c'est un mouvement de soutien à un leader politique. Mais avec un but précis, empêcher la candidature de M. Macky Sall. Est-ce que pour défendre ou bien pour contrecarrer la 3e candidature de Macky Sall, il faut être membre de F24? En 2012, nous étions candidats. Les 10 candidats qui s'opposaient à Wade avaient signé un pacte pour dire qu'ils ne vont pas battre campagne tant que Wade est candidat. Ils ont signé contre la 3e candidature de Wade. Quel est le candidat qui a respecté ce pacte? M. Idrissa Seck, qui avait refusé de... Parce qu'il nous dit toujours un homme d'État, c'est celui qui s'engage et qui respecte ses engagements. Pour combattre la 3e candidature de Macky Sall, mais il y a même des gens qui ne font pas de la politique, qui n'ont rien à voir avec la politique, et qui sont contre la 3e candidature de Macky Sall.
J'ai vu des journalistes qui ne sont de combat, qui ne sont pas membres d'un parti politique, et pour la stabilité du pays, pour le respect de la Constitution, qui sont contre la troisième candidature de Macky Sall. Voilà, d'accord, nous allons y revenir amplement. Mais revenons encore à Thiès. Thiès, si on doit revoir la construction de la ville de Thiès, elle peut se situer à 3 étapes. Après Ousmane Ngom, Idrissa Seck. De 2004 jusqu'à l'avènement de Babacar Diop, il n'y a pas eu de construction nouvelle à Thiès, réalisée par les maires. Et c'était dû à quoi? Mais il faut demander ça aux maires parce qu'ils n'ont pas de programme, qu'ils n'ont pas de vision. C'était pendant le règne des maires de M. Idrissa Seck. C'était pendant le règne du maire M. Idrissa Seck, 2004 jusqu'à M. Talla Sylla. Oui. C'était Idrissa Seck qui avait la même mise sur Thiès. Non, chez nous, lorsqu'on était... D'abord, il y a 2 phases. De 2004 à 2009, les communes étaient des communes d'arrondissement. Ils n'avaient pas la responsabilité majeure de prendre certaines décisions. Donc, c'était des communes qui n'étaient pas des communes de plein exercice. C'est après 2009. De 2009 à 2014. De 2014 à 2022, c'est à partir de ce moment-là que les communes étaient devenues des communes de plein exercice. Mais chez nous, à Thiès, bien que je n'étais pas le maire, mais nous avons construit des écoles, nous avons réfectionné des postes de santé. La ville, à l'époque, beaucoup de routes aujourd'hui qui existent à Thiès ont été construites effectivement pendant la ville de Thiès, au moment où Diatara était le premier adjoint au maire. L'hôpital régional de Thiès a été, dans beaucoup de domaines, sur le plan médical, a été appuyé par la ville de Thiès. Beaucoup de routes ont été aménagées à l'époque. Des écoles ont été construites. Pendant que nous occupions le conseil départemental de Thiès, sur les 12 communes du département presque, dans chaque commune, il y a un lycée initié à l'époque par le président Idriss Seck et matérialisé par le président Yankoba Diattara. Nous avons beaucoup fait. Maintenant, après, c'est de 2022 qu'il y a de nouveaux maires. Aujourd'hui, il faut faire. Ils sont à presque exécuter 2 budgets. C'est à eux maintenant de faire la situation. Voilà, pour l'observateur, c'est ce qu'il regarde qu'il peut juger. Mais après 2004, on n'a pas vu réellement la ville de Thiès rayonner. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de M. Babacar Diop, on a vu un rayonnement de la ville de Thiès. La place, la promenade de Thiès est devenue accueillante. On sent que Thiès fleurit en ce moment-là. Non, quand même, vous n'allez pas me dire que tout ce qui, tout à l'heure, vous venez de dire que l'image de la ville de Thiès a été changée pendant l'avènement du président Idriss Seck. Oui, j'ai dit. Et maintenant, je reviens ce que j'ai dit. En 2004, nous avons tous vu que Thiès avait radicalement changé sur tous les plans. Vous regardez Thiès, vous avez envie d'habiter Thiès. Mais de 2004 à 2022, il y avait un moment où il n'y avait pratiquement pas grand-chose, pas d'innovation. Mais c'est avec l'avènement de M. Babacar Diop qu'on a vu le rayonnement encore de la ville de Thiès. Parce que de 2004 à 2019, Idrissa était dans un combat politique avec les pouvoirs en place. De 2004 à 2012, avec Abdoulaye Wade. Ensuite, de 2012 presque à 2019, avec le président Macky Sall, où Thiès a vécu presque 2 délégations spéciales. Presque les communes n'ont pas travaillé. Vous vous souvenez, Idrissa était un combat permanent contre la dévolution monarchique. En face du président Abdoulaye Wade, il a subi ce qu'il a subi, il a été arrêté, il a été emprisonné. Après, il a continué le même combat après l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir. C'est pourquoi je vous avais dit tout à l'heure qu'il est le seul responsable politique à faire 16 ans d'opposition radicale. Naturellement, les communes ne pouvaient pas poser effectivement la moindre prière pour la construction de cette ville. Aujourd'hui, il y a un nouveau maire. Je salue effectivement l'engagement du maire de la ville. Il est en train de prendre des initiatives, peut-être même pour l'enlèvement des ordures, l'éclairage, etc. Mais je voudrais y ajouter, il y a un cas qui mérite d'être réfléchi. Le cas de Kadir Glass. Si vous voulez en venir, allez-y. Franchement, je suis désolé, vous ne pouvez pas, dans une ville où un Thiessois a investi presque 90 millions
de francs CFA sur un espace qui était libre, où il y a presque un espace public. Un espace public. Est-ce qu'un espace public doit être réservé à un lieu commercial du genre? Mais ça se fait. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres espaces ici à Thiès qui pouvaient abriter Thiès? Non, ce lieu est un lieu de promenade. L'activité qu'on y mène est une activité qui participe à retenir les gens dans le lieu. Vendre de la glace, vendre des sandwichs, de la boisson, de l'eau, etc., etc. Mais à Thiès-Est, un jardin public, et c'est plus grave encore, est occupé par une activité commerciale. Est-ce normal? Et pourtant, les gens n'en parlent pas. Mais nous avons fait une investigation et nous avons interrogé plusieurs Thiessois qui nous disent que véritablement le maire a raison de dégager Kayor Glace de cet espace-là. Vous avez interrogé? Oui, nous avons interrogé quelques Thiessois que nous avons contactés pour leur dire que est-ce que le lieu est approprié pour abriter Kayor Glace. Ils nous disent que non, véritablement ce lieu n'est pas fait pour cela. Mais la question c'est est-ce que la mairie a trouvé son compte dans l'implantation de ce Kayor Glace à ce niveau-là? Moi j'ai vu des citoyens qui trouvent leur compte que Kayor Glace. Normalement. Absolument. En quoi cela gêne? En quoi cela gêne? Mais peut-être la municipalité le sait. Hein? En quoi? Est-ce que cela apporte quelque chose à la municipalité? Maintenant, voilà la question pertinente qu'on devrait poser. Qu'est-ce que cela peut apporter à la municipalité? Si le maire constate que, dans le cadre de ces activités lucratives, la mairie n'y gagne presque rien, il peut engager des discussions avec le gars. On discute. Et il est évident que lors de ces discussions, ils vont trouver une solution par rapport pour améliorer effectivement les recettes pour la municipalité. Ou bien, vous proposez une alternative. Le gars doit quitter parce qu'il y a un autre investissement d'intérêt public. Mais ce que j'ai eu comme information, c'est qu'ils veulent faire quitter le gars pour implanter un autre responsable de Yewwi Askan Wi qui est dans ses activités. C'est une exclusivité. Et ça ne se passera pas. Absolument. Les Thiessois vont s'opposer à ça. Maintenant, il a le droit de dire que le gars quitte parce qu'il y a un tel investissement public, mais vouloir faire quitter quelqu'un pour remettre la place à un autre responsable de Yewwi Askan Wi, ça ne passera pas. Il faudrait qu'il sache, même si vous êtes le maire de la ville, vous n'êtes pas plus Thiessois que les Thiessois. Nous sommes nés à Thiès, grandis à Thiès. Nous avons fait presque nos études à Thiès. Ça fait presque 20 ans que nous sommes sur la scène politique. 12 ans d'expérience en matière de gestion des locales. Est-ce qu'il est plus thiessois que Talla Sylla qui avait remis l'autorisation à tout? Tout le monde sait que Talla Sylla est un patriote. Il a mené des combats pour cette ville et pour ce pays. Et depuis quand il a été patriote? Parce qu'il a été combattu par les militants de Rewmi. Il a trahi le président Idriss Seck avec cette... Non, cela n'a rien à voir. C'était des combats politiques. Voilà. Maintenant, toujours à Kayor Glace, est-ce que M. Idriss Seck, en aménageant l'espace, avait prévu un espace pour faire ces genres d'activités là-bas? Bon, naturellement, vous savez, dans ces genres d'investissement, une fois que la place est aménagée, n'est-ce pas? La place est entre les mains de la municipalité maintenant, qui va peut-être essayer de voir d'autres commodités pour permettre aux citoyens d'être dans de bonnes conditions dans ce lieu. Mais on sait que l'espace où on organise des manifestations, à l'époque, cet espace-là n'est pas occupé. Et depuis lors, vous voyez qu'il y a des Thiessois, comme son nom l'indique, la promenade des Thiessois, qui promènent et qui, effectivement, qui trouvent un espace pour acheter des sandwichs, de la glace, de l'eau, de la boîte, extra. Mais le bâtiment est tellement imposant qu'il cache même la beauté de cet endroit-là. Tout ça, dans le cadre d'une discussion avec la municipalité, on peut trouver une solution, peut-être pour réaménager effectivement l'emplacement avec le cas. Mais ce dont les gens ne sont pas d'accord là-dessus, de vouloir dire quelqu'un qui a investi plus de 90 millions avec presque 25 emplois, vous allez quitter les lieux parce que nous avons effectivement un autre promoteur, fut-il un responsable de Yewwi qui doit y installer. Ce n'est pas normal.
Donc nous allons voir de plus près cette information-là. Maintenant, parlant encore de la ville de Thiès pour rester ici. Si on sort du cadre politique, quelles sont les énergies qu'il faudra retrouver pour redorer le blason de Thiès? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour faire rayonner encore Thiès sur le plan national? D'abord, je commence par saluer la mentalité des Thiessois. Vous vous souvenez, les événements de mars et de juin, il n'y a pas eu presque de grandes manifestations à Thiès. Parce que les Thiessois ont compris leur combat et le combat de l'autre. Les Thiessois ont compris que casser des biens publics ne sert à rien. Et pourtant, Thiès a joué un rôle important dans toutes les alternances, en 2000 comme en 2012. Mais les Thiessois sont des citoyens responsables, des citoyens honnêtes. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que, comme il y a déjà cette unité de responsables, de citoyens qui savent que l'intérêt commun, c'est de tout faire pour développer la ville de Thiès. Le reste, la responsabilité incombe à ceux qui ont peut-être le pouvoir de mettre en œuvre effectivement un programme local. Je veux parler des maires des communes et des maires de la ville. Dans le cadre d'une concertation, ils doivent effectivement proposer une alternative pour le rayonnement de la ville de Thiès. Est-ce que parce que Thiès ne manque de leaders, qu'on n'a pas vu une certaine mobilisation des Thiessois? Aujourd'hui, on peut organiser une marche pacifique, mais qui serait devant pour drainer pour faire sortir la population thiessoise? Marche pacifique. Non, je dis par exemple, en temps de contestation, par exemple, on peut trouver des alternatives sans casser. Donc sortir, par exemple, si Thiès devait sortir pour dire non à la 3e candidature du président Macky Sall, Thiès se mettait derrière qui? Quel est le leader aujourd'hui charismatique qui peut incarner ce leadership ici à Thiès? Non, ça c'est... Quand il y a une manifestation, ceux qui manifestent, c'est ceux qui sont mécontents contre une telle décision. Donc je vais reformuler la question. Et qui est aujourd'hui le leader naturel de Thiès? Vous me posez cette question? Oui, je vous pose la question. Je vous ai dit tout à l'heure que récemment, en 2019, un leader politique a gagné presque tous les bureaux de vote à Thiès. Vous me posez la question qui est le leader charismatique ici à Thiès. Je vous ai montré un livre, Idriss Seck, L'ombre du passé. C'est écrit par quelqu'un. Oui, toujours, vous êtes dans 2019. Mais c'est sa vision à lui. Mais on est en 2022-2023. Donc vous attendez les élections. Tout à l'heure, je vous ai dit, le seul baromètre en politique, ce sont les urnes des élections. Mais, M. Lo, pour contester le leadership du président Idriss Seck à Thiès, il faut attendre la fin des élections. Si maintenant, l'écrasante majorité des Thiessois, pour les élections présidentielles 2024, n'ont pas voté pour lui, à partir de ce moment, vous pouvez en conclure que Idriss Seck n'est plus le leader charismatique. Mais Michel Lo, Idriss Seck vient à Thiès. Il suffit de bouche à oreille pour que Thiès fasse une convergence autour du cyber. Mais plusieurs fois, Idriss Seck est venu sans qu'on ne voit pas cette mobilisation d'antan. Je ne parle même pas du président Idriss Seck. Lors du Conseil des ministres décentralisé, vous n'avez pas vu les gens du président Idriss Seck? Michel, excusez-moi. Vous ne les avez pas vus? C'est ce qui nous a étonné un tout petit peu d'ailleurs, c'est la sortie de Michel Diatara qui, moi, je ne vais pas donner ma position, mais chaque fois, Michel Diatara, quand il devait sortir, il n'y avait pas l'image d'Idriss Seck derrière lui. Mais pour Macky Sall, on a vu l'image de Michel Diatara et de Macky Sall. Je n'ai pas compris. Jamais dans l'histoire de Thiès, on a vu une image où on a Idriss Seck et Michel Yankhoba Diatara affichés sur les pancartes, les t-shirts, etc. Macky Sall doit venir, on voit l'image de Diatara et du président Macky Sall, sans Idriss Seck. Non, si. Lors du Conseil des ministres décentralisé, c'est moi qui dis. Vous avez sillonné l'avenue quand? Oui. Vous avez vu l'image d'Idriss Seck et de Yankhoba Diatara? Mais parce que ce n'était pas une activité politique, c'était le président de la République qui venait à Thiès, ce n'était pas le président Idriss Seck. Est-ce que ce n'est pas une raison pour dire Diatara était un ministre? Entre Diatara et M. Idriss Seck, non, il n'y avait pas... parce que l'activité était une activité gouvernementale dirigée par le président de la République, Macky Sall. D'ailleurs, le président Macky Sall a été accueilli ici à la gouvernance par le président Idriss Seck en tant que président du Conseil économique, social et environnemental. Voilà, pour aller très vite, pour nous répondre à la question, Idriss Seck qui vient à Thiès pour rendre visite à M. Abdoulaye Dièye. Mais ça ne fait pas tâche d'huile, on ne voit pas une mobilisation derrière lui. Idriss Seck qui entre à Thiès, qui sort sans que les gens ne le chassent. Idriss Seck qui se déplace à 2 roues. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas, voilà, quelque part, Idriss Seck qui perd ses plus...
Il faut faire la différence entre des sorties politiques et des visites de courtoisie. À l'époque, le président Idriss Seck avait décidé de rendre une visite de courtoisie aux différents responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et d'ailleurs, il avait décidé de le faire en catimini, sans tambour ni banane. Maintenant, attendez. Est-ce que ça, c'est Idriss Seck? Idriss Seck qui a l'habitude d'avoir une peine de football. Malheureusement, on est au terme de notre temps. On voulait beaucoup insister sur ça, mais le constat est que M. Idriss Seck commence à perdre du terrain à Thiès. Donc, peut-être après étude, vous allez peut-être revenir sur ça pour réorganiser encore les structures et les bases du parti Rewmi. Nous souhaitons ça, c'est votre position, mais nous qui sommes sur le terrain chaque jour, donc savons pertinemment que le président Idriss Seck est toujours dans le cœur des Thiessois. Dans le cœur des Thiessois, ce que nous le souhaitons. Donc, M. Lo, on est au terme de notre émission. Quel est le dernier message que vous lancez aux Thiessois? Peut-être vous remercier effectivement Central FM qui m'a accordé cette invitation et remercier également tous les auditeurs de Central FM et renouveler notre confiance au Thiessois. Nous avons compris, comme je l'ai dit, lors des 2 derniers événements, Thiès a adopté une position donc responsable. Et je souhaite que cela continue et que nous, donc Thiessois, on se mobilise pour soutenir effectivement notre candidat pour les élections présidentielles de 2024, en l'occurrence le président Idriss Seck, parce qu'il y va, au-delà même de la présidence, il y va de l'intérêt de tous les Thiessois. De tous les Thiessois. Donc, une occasion de saluer M. Alinger Faye, qui est votre ami, notre maman Garmi Fall, et tous les autres membres de Rewmi. Donc, chers auditeurs de Central FM, nous avons le plaisir de recevoir aussi M. Cheikh Lo, responsable de Rewmi, chef de cabinet de M. Yankhoba Diattara. Et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois avec un autre invité.